Sihanouk. Chapitre 3. Larry et Doc Wizard. La nuit vient à peine de descendre sur la petite ville d'Hawthorne, située aux abords du Los Angeles International Airport. Comme d'habitude à cette heure, et comme à toute heure du jour, l'activité ne faiblit pas au sein des 5 hectares de l'usine Space Empire. Le premier vol d'essai de la fucking rocket, comme on la nomme ici avec tendresse, est prévu dans 6 mois. 187 jours, pour être plus précis. Les ingénieurs, toutes spécialités confondues, ne s'épargnent pas à la tâche. La plupart d'entre eux sont à peine trentenaires. On compte autant d'hommes que de femmes parmi ces équipes silencieuses qui s'affairent autour d'assemblages mécaniques. D'autres jouent du clavier devant des murs d'ordinateurs. De cette activité se dégage une ferveur tangible. Un visiteur serait frappé par la propreté digne des laboratoires pharmaceutiques qui règnent dans les espaces clairs et sur le sol immaculé du bâtiment. Une arche de verre le traverse dans toute sa largeur, irisée par le rayonnement bleuté de 300 écrans numériques. Tandis que les ponts roulants circulent dans les hauteurs, des robots-grooms glissent au long des larges allées, distribuant outils ou documents aux différents postes de travail. Une usine de luxe. Sous les 2 nefs centrales, de longs cylindres laqués blancs reposent sur leurs chariots hydrauliques, prêts à recevoir leurs moteurs Aragorn de dernière génération. L'ascenseur descend de la grande arche. Un homme en sort. Geste précis, visage concentré. Il doit avoir la 50aine, alerte, en pleine forme. Une tête rectangulaire, bien coiffée comme il se doit au pays du brushing. Rose de peau, bouche un peu dédaigneuse, petits yeux légèrement décalés. Un type sûr de lui. Il est vêtu d'une veste et d'un t-shirt noir et d'un jean. Basket Nike, édition spéciale. Il a gardé un peu de l'étudiant, ceux des universités célèbres. Il fait un peu acteur aussi. Il sait que sa présence en impose à ses troupes et cette satisfaction se lit sur ses traits. Un technicien l'aborde pour lui poser une question. La routine de l'usine. Larry est ici, chez lui. Il se tient proche de ses employés, le fleuron de l'ingénierie mondiale, et participe activement à l'élaboration de chaque élément de ses fusées. Son cerveau, parfaitement organisé, contient l'ensemble des plans à suivre, depuis le corps de la fusée jusqu'à la moindre vanne d'arrivée de carburant. Le regard fixe, un sourcil plus haut que l'autre, Larry dirige ses pas vers un poste de travail situé dans l'aile ouest de la grande nef. Son inquiétude porte sur une étape technique majeure qu'il est urgent de résoudre. Il est question des panneaux cellulaires supersoniques de contrôle équipant l'étage supérieur des fusées Falcon 9. Sans eux, impossible de stabiliser leur retour sur Terre. Voilà le vrai point. Il est l'inventeur du lanceur qui rentre à la niche. Personne avant lui n'a pensé à les faire redescendre pour qu'ils repartent plutôt que de les perdre à tout jamais dans la troposphère. L'économie réalisée grâce à cette solution géniale permet d'envoyer des satellites en orbite pour un prix défiant largement ce que pratique la concurrence. Pour ce faire, il doit garantir un atterrissage extrêmement précis sur la plateforme positionnée en mer, au large des côtes de la Floride. La moindre erreur de conception mettrait en péril le succès de l'opération. La conception technologique du processus est aboutie, le prototype est en cours de fabrication. Les Chinois peuvent courir, ils mettront du temps pour le rattraper. Sérieux mais volontiers cabot, on l'a vu fumer un joint devant les caméras de télévision. L'homme politique qui se livrerait à cette provocation serait immédiatement éjecté du circuit. Lui ne craint rien. Aucun processus démocratique ne l'a hissé au sommet. Il y a grimpé seul. Aujourd'hui, il possède un pouvoir supérieur à n'importe quel président, sénateur ou ministre, car les grands employeurs occupent les arcanes supérieures du pouvoir politique. Larry Jebb remplit toutes les conditions requises pour un succès sans limite. Jour après jour, à coups de provocations diverses, d'annonces fracassantes, il construit habilement sa légende de génie visionnaire et libertaire, désinvolte et provocateur. Le décrire comme un splendide spécimen choisi parmi les grands fauves du business serait incomplet. Ses ambitions volent à des années-lumière.
C'est comme héros de l'Odyssée spatiale qu'il marquera l'histoire. La découverte des grands romans de science-fiction comme Foundation ou Dune constitue les événements principaux de son adolescence. Il y a planté les racines de son destin. Pour lui, la vague d'exploration maritime qui a donné naissance aux empires d'outre-mer au XVe siècle poursuit sa route infiniment loin à travers le ciel, et pour toujours. Il a fait le vœu de financer et d'armer en son nom les vaisseaux du premier Christophe Colomb de l'espace. Un jour viendra où la première colonie terrestre mettra le pied sur une planète du système solaire. Mars rassemble le plus grand nombre de caractéristiques pour accueillir la fondation. Voilà le programme. Larry sera toujours au bon moment et au bon endroit avant les autres. Il est le premier de la classe. Tout lui réussit. Ses intuitions et son sens de l'anticipation le trompent rarement. Jamais aucun doute ne semble l'encombrer. Il suit son cap au milieu des vagues qu'il a créées. Diriger plusieurs grandes entreprises géantes et mettre en œuvre les délires technologiques qu'il conçoit ne lui laisse que peu de temps pour dormir. Lorsqu'il se pose sur un lit, le sommeil le cueille immédiatement. C'est une vie stroboscopique, une pulsation permanente. Avions, hélicoptères, voitures privées, hôtels, usines, cocktails, maisons blanches, médias, bureaux d'études, repas d'affaires, sans respiration. Il peut passer d'un dossier à un autre sans aucune transition, comme un bolide dans un jeu vidéo qui tourne à angle droit sans devoir ralentir. Larry est toujours à 100%. Une bête de travail capable d'œuvrer 20 heures sans la moindre pause et toujours sûr de lui. Dans un conseil d'administration comme sur un plateau de télévision, il désarçonne l'interlocuteur trop intrusif en composant une grimace outrancière qui suffit à signifier sa supériorité, sans plus de justification. Sa condition de phénix assumé lui a définitivement dessiné un regard hautain. Pour autant, il n'a rien d'un tyran, rien non plus d'un macho. Il rit volontiers, entretient des rapports courtois avec ses collaborateurs et semble assumer honorablement son rôle de père de famille. En revanche, son esprit est étanche à la fantaisie. Il n'a sans doute ni le temps ni l'espace pour la pensée gratuite. Tout doit servir à quelque chose. On lui a déjà reproché cela assez de fois dans sa vie pour qu'il ait développé un léger complexe à cet endroit. En société, il se trouve exclu du cercle lorsqu'on y parle de sentiments. Idem pour l'humour absurde et les jeux de mots. Il a dû cultiver plusieurs sourires et autant de formes d'acquiescement pour donner le change. Le trop gros nœud papillon sur le plastron de son costume blanc, l'autre soir à la remise des Oscars, se voulait fantaisiste, mais il le portait sans finesse, comme un gros machin vulgaire posé sous son menton. Larry Jebb n'est pas parfait. La fatigue gagne enfin l'entrepreneur occupé depuis l'aube. Il est de la race des acharnés, ceux que l'épuisement tarde à terrasser et pour lesquels une courte nuit suffit. Après un rapide coup d'œil sur l'agenda de la semaine et se laissant emporter par une série de bâillements, il se décide à rejoindre l'appartement aménagé au sein même de l'usine. Une seconde passée devant le contrôle rétinien suffit à libérer la porte. Le refuge, de taille modeste, est un modèle d'architecture épurée où se mêlent avec équilibre le bois, le carbone et le verre. Quant au sol, il est d'un blanc aussi luisant que celui des ateliers. Tout en urinant, l'industriel fixe la photographie trophée qu'il a placée par fantaisie au-dessus de la cuvette des toilettes. On l'y reconnaît en train de signer l'acte de vente de l'entreprise qui l'a rendu riche, 18 ans auparavant. « Mon premier milliard », pense-t-il en égouttant son pénis. 23 heures, c'est le bon moment pour prendre des nouvelles de sa jeune épouse. À cette heure-ci, elle doit terminer sa journée de travail dans le studio de New York, où elle est partie enregistrer Miss Anthropocène, son prochain album. Sa rencontre fulgurante avec la chanteuse canadienne avait eu lieu lors de la fête mémorable qu'il avait donnée dans une petite île privée des Grenadines pour marquer le lancement de la première fusée Falcon. Leur mariage fut presque immédiat, car les milliardaires sont connus pour s'approprier sans délai tout ce qui brille dans l'espace qui les entoure. Elle n'avait pas hésité. Par cette union, Larry avait acheté l'illusion de partager un pouvoir qui lui reste inaccessible, celui de créer des émotions. Plutôt que de s'offrir une œuvre d'art, il s'était offert la créatrice de l'œuvre. Moins d'une année s'écoula
avant que Lara donne naissance à leur enfant. Le milliardaire était désormais père de 4 enfants, issus de 3 mariages. Son appel n'aboutit pas. Elle aussi travaille tard. Elle se lève tard aussi. Il la rappellera demain, en milieu de journée. Devant la glace, après s'être brossé les dents, Larry se concentre sur ses narines pour vérifier qu'aucun poil n'en dépasse. Il déteste ça. Il pose ses yeux dans leur reflet. Il se trouve encore vif. Le temps ne passe pas si vite. La ville l'a comblé. Avant de laisser le sommeil l'envahir, il pense à la préparation du show grandiose qu'il a prévu pour la présentation de la Melania Model T, la nouvelle berline électrique produite par ses usines. Ses agents commerciaux viendront la découvrir par centaines des 4 coins du monde. Il va falloir que je me tape un discours de présentation. J'aimerais les faire rire, mais à chaque fois c'est la même chose. Il rit pour me flatter. Ah, si je pouvais arriver en dansant. Couché sous sa couette, Larry saisit le petit lion de peluche tout râpé qui traîne sur le grand tapis et s'adresse à lui en souriant. « Bonsoir Zimba. On posera le pied sur Mars ensemble. » Promis. Puis il s'endort instantanément. Ses batteries sont vides. Aucun rêve ne surnage dans son esprit reposé lorsque l'alarme du réveil le tire de sa nuit. Arcadia, l'hélicoptère jaune citron, l'amène directement sur le tarmac au pied de son jet personnel, un Gulfstream G650. Mike et Philippe, vêtus d'impeccables chemises blanches, l'attendent assis sur leur siège de pilote. Larry les a surnommés Albator et Monono. Le patron aime les décollages très courts. C'est le sujet quotidien de leur pari. Un rituel. Au bout d'un moment, on ne peut plus s'en défaire. L'aménagement de l'avion comporte un bureau, un sofa en cuir blanc, ainsi qu'un large lit situé dans une alcôve fermé par un rideau de velours rouge. C'est sur ce lit qu'il avait connu Lara dans l'intimité lors de leur vol de retour des Antilles. 5h45. Le Gulfstream s'élève dans le bleu encore sombre du ciel et s'élance vers la frange orangée du jour naissant. Tandis que les premiers rayons du soleil embrassent déjà les sommets de la Sierra Nevada, les réseaux de profondes cicatrices qui ravinent la Yosemite Valley se révèlent dans un lointain qui vire au mauve. L'industriel, confortablement installé, vide une canette de Red Bull d'un trait et se plonge dans ses dossiers. Marchant à vive allure, roulant des épaules comme un boxeur, Larry pénètre dans le grand hall d'entrée de la Titano Factory. Au staff qui s'est posté pour l'accueillir, il adresse un salut de rockstar au sourire éclatant. Tous lui emboîtent le pas au long du circuit qu'il emprunte parmi d'interminables perspectives de robots en mouvement. Ici encore, le sol est impeccablement blanc. Les réunions s'enchaînent sans temps mort. Son agenda lui indique la dernière tâche prévue avant son départ de l'usine. Le président directeur général de Space Empire accorde une interview filmée à une équipe de 3 jeunes étudiants d'une école de journalisme. Il se prête volontiers à ce genre d'exercice, pourvu qu'il n'y consacre pas plus d'un quart d'heure. « Allons-y, j'ai peu de temps à vous consacrer. »« Ok, ça tourne. La conquête de Mars fin 2025, c'est du sérieux ?»« Du sérieux ? Elle est pas mal celle-là. Écoutez, la planète Terre, elle commence à battre de l'aile, pas vrai ? La jolie petite planète bleue, elle est en train de virer au marron. C'est mort. Si on veut être sûr de parer au désastre annoncé, il faut agir pour l'avènement d'une civilisation multiplanétaire aussi vite que c'est possible. C'est le moment, et je suis là pour ça. Vous pouvez compter sur moi. J'ai l'habitude de ne pas louper mes cibles. C'est ma nature. Je ne serai pas satisfait tant qu'on n'aura pas commencé à bâtir la première colonie martienne autonome. La priorité pour mes équipes d'ingénieurs consiste à développer la technologie nécessaire pour les prochaines missions vers la planète rouge. Je dois dire que je suis très impatient de serrer la pince aux petits hommes verts. Je peux vous garantir que d'ici 2035 au plus tard, il y aura des milliers de fusées qui transporteront 1 million de personnes vers Mars. Et je peux vous garantir aussi que je ferai partie du voyage. Je vais vous faire une petite confidence. Au passage, je me suis juré de mourir sur Mars, mais pas en m'y écrasant. Là-dessus, je reconnais qu'il y a encore pas mal de boulot. Les 3 essais d'atterrissage ratés de la Big Rocket font partie du programme de mise au point. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Il n'existe pas d'autre moyen d'apprendre. Mais Mars ne représente que le début de l'histoire.
Dans un futur un peu plus lointain, nous serons capables de relier la Terre à n'importe quel endroit du système solaire, à condition de créer des dépôts de carburant sur Mars et ailleurs. C'est vraiment excitant. En revanche, la perspective d'une vie sur Mars dans un désert minéral où la température n'excède pas 200 degrés sous zéro ne paraît pas très excitante. Qu'en pensez-vous? Ce n'est pas un problème. Existe-t-il quelque chose que la science ne puisse résoudre? Il suffit de modifier la nature physiologique de l'homme. Il suffit aussi de modifier l'atmosphère de Mars. Cela prendra un peu de temps. Voilà tout. Ok pour le projet Mars. Mais pour un homme si pressé d'y parvenir, pourquoi consacrez-vous autant de temps et d'énergie à l'industrie automobile avec Watt Motor? Pour deux raisons. La première est qu'il faut rapidement sortir de la civilisation carbo-fossile. La seconde est très simple. Toutes mes entreprises doivent être rentables, car l'aboutissement du programme martien est coûteux, au-delà de toute mesure. Au point où nous en sommes, un tiers des richesses produites sur la planète devrait être consacré à la colonisation extraterrestre. Mais comme aucun gouvernement ne manifeste la volonté de fournir cet effort, je le finance moi-même. Tout ce que je peux ramasser, je le ramasse. Là où il est possible de faire de l'argent, je le fais. Pouvez-vous nous renseigner sur la raison du déploiement en orbite basse des satellites qui portent le nom de New Stars Galaxy? Quel en est l'enjeu? Toujours le même? Ramasser un maximum de dividendes? J'ai fait ma fortune avec l'informatique et plus particulièrement avec Internet. Ces satellites font l'Internet. L'utilisation d'Internet est un droit aussi vital que l'accès à l'eau potable. Il est anormal qu'un jeune Africain ou qu'un jeune Indonésien soit privé de jeux en ligne. C'est une injustice qu'il faut corriger de toute urgence. Pour ma part, je ne vois mal vivre sans cela. D'autre part, à notre époque, quel professionnel sérieux, soucieux du développement de son entreprise, peut envisager une seule seconde se passer des visioconférences? Aucun. Très prochainement, grâce aux 42 000 satellites de New Stars Galaxy, le monde entier pourra se réunir sans quitter son canapé ou sans descendre de son cocotier. Vous êtes le président directeur de l'entreprise Zarathustra qui travaille sur l'intelligence artificielle. Que répondez-vous à ceux qui s'inquiètent des possibles dérives de l'IA? L'entreprise Zarathustra doit être considérée comme une actrice majeure de l'histoire de l'humanisme, car les innovations qu'elle met sur le marché permettent désormais aux aveugles de voir, aux tétraplégiques de communiquer avec le reste du monde, aux amputés d'utiliser des membres de remplacement. Jusqu'ici, seul le Christ a rendu la vie aux aveugles. Sous de nombreux aspects, les ordinateurs sont déjà beaucoup plus intelligents que les humains. Pas facile de niquer un ordinateur aux échecs. L'intelligence artificielle est sans doute notre meilleur allié, car elle va finir par rendre les emplois obsolètes. Il faut juste l'encadrer un peu. Si tout va bien, dans quelques années, je n'aurai plus à payer mes milliers d'employés. C'est pas cool, ça? Le boulot, c'est bientôt de l'histoire ancienne. Le dernier travail consistera à écrire un logiciel d'intelligence artificielle. Ensuite, elle finira par écrire son propre logiciel. Et au bout du compte, les machines fabriqueront les machines. Rassurez-vous, c'est nous qui gardons le contrôle. Ce serait l'inverse si cette intelligence éprouvait des sentiments. Le désir, par exemple, ou le pouvoir. Et c'est pas demain la veille. Une dernière question, monsieur Jeb. Que répondez-vous à ceux qui redoutent qu'une puissance de stockage de données personnelles renforce démesurément la surveillance des populations? Je leur réponds que la politique fiction ne fait pas partie de mes préoccupations et que l'interview se termine ici. Je ne voudrais pas arriver en retard sur Mars. Il est 16h30. Un hélicoptère se pose devant l'entrée de l'usine. Le grand patron assène ses ultimes consignes qui sonnent comme des slogans et se fait conduire à l'aéroport. Arrivé dans le jet, il s'adresse aux deux pilotes. « Hey, les chauffeurs, j'ai bouffé des faillots à midi. Je crois qu'on peut gagner 3/10 de seconde au décollage. » C'est le genre d'humour qu'ils partagent. Les pilotes sont des as, tous deux d'humeur égale qui rient à toutes ces blagues. Une fois la porte verrouillée, Larry s'installe dans son loft céleste avec la satisfaction de laisser derrière lui l'agitation du monde. Il aime à penser que certaines de ses idées les plus inspirées lui sont venues en plein ciel, vautrées sur le sofa de cuir blanc. Ce soir, pas de conseil d'administration, pas de dîner officiel. Cette soirée, Larry la réserve à sa famille. Il a promis aux enfants une soirée super-héros pour célébrer l'anniversaire de son fils cadet.